Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée live de Mediapart pendant laquelle notre rédaction est ouverte aux caméras. À partir de 20h30, alors que débute demain en France l'Euro de football, dans un contexte d'état d'urgence prolongé pour l'occasion par crainte des attentats terroristes, dans une ambiance sociale où l'on demande aux travailleurs des transports ou aux intermittents du spectacle de ne surtout pas perturber cette fête nationale, et dans un contexte politique où le tandem Valls-Hollande espère profiter de cet événement sportif pour remonter une côte de popularité dont l'étiage est à peu près celui de l'équipe de foot d'Allemagne après la demi-finale contre la France lors du Mondial 82, c'est-à-dire très très faible. C'est de football, vous l'aurez deviné, dont on parlera, mais à la sauce Mediapart. Le football, affaire d'État, le bleu pris dans le piège identitaire, le vrai coup de l'euro. Et pour arriver à cette question fondamentale, peut-on continuer à aimer le football tout en restant progressiste ? Avant cela, une séquence retour sur enquête assez fournie, puisqu'elle nous mènera de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à 3 semaines du référendum sur l'aéroport controversé jusqu'au diocèse de Lyon et aux affaires de pédophilie, en passant par Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'est pas seulement confronté à un attentat qui a ensanglanté hier la ville de Tel Aviv, mais aussi à son implication croissante dans l'affaire du CO2. Donc exceptionnellement, on commencera cette séquence retour sur enquête, non pas à 19h comme à l'habitude, mais à 18h50. Mais tout de suite, comme parmi donc, ces informations nombreuses, il vous a peut-être échappé l'événement majeur, qui est que le crieur a 1 an et toutes ses dents. C'est le premier anniversaire du crieur. 4 auteurs pour parler de ce numéro 4 qui sort aujourd'hui en librairie et en relais. Richard Memto, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous avez écrit il y a quelque temps un livre qui s'intitulait Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités, et vous publiez dans le Crieur numéro 4 un article qui s'intitule Touche pas à ma culture, controverse sur l'appropriation des cultures minoritaires. En face de vous, Aurore Gorius, bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous publiez un article sur le pouvoir de nommer comme symbole de la déréliction de l'état culturel, dont la déontologie journalistique m'oblige à dire que je l'ai coécrit et que donc si je dis qu'il est super, ce sera totalement partial. Hélène Salvi, bonjour. Bonjour. Vous avez, on va pas non plus faire semblant, journaliste à Mediapart, dont l'abnégation fait que même avec une jambe de bois, tu es venu parler de cet article sur la manière dont l'extrême droite et la pansérance se lancent avec succès à l'assaut de l'édition française. Et enfin, Dan Israël, bonsoir. Également journaliste à Mediapart, qui signe un papier sur la corruption et les petits secrets et grands secrets aussi d'ailleurs inavoués du journalisme culturel. Alors, puisque depuis 1 an, la Revue du Crieur essaye de décloisonner à la fois les écritures en faisant appel à la fois à des chercheurs et à des journalistes, mais aussi les territoires, j'aimerais qu'on commence avec vous, Richard Memto, puisque votre article nous amène de l'autre côté de l'Atlantique et commence avec l'affaire Miley Cyrus. Alors, on la connaît moins que d'autres affaires de Mediapart. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce dont il s'agit ? C'est vrai qu'on va rentrer dans un monde un peu de clips, de pop stars et de tweet clash, donc c'est un peu différent, mais ça commence en 2013 en fait, parce que le climat social aux États-Unis est assez tendu, et c'est après la relaxe du tueur de Trayvon Martin. Donc Miley Cyrus se lance dans un clip la musique est vraiment, on n'a rien à en dire, mais le clip présente une danse qui est normalement une danse plutôt noire. Même du sud des États-Unis. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Miley Cyrus n'est pas noire. Ah oui, non, voilà. Donc Miley Cyrus, c'est la petite pop star blanche élevée chez Disney et qui commence un peu à s'encanailler. Et pour s'encanailler, justement, pour pimenter, comme dirait Bell Hooks, sa culture blanche, elle décide d'emprunter la danse noire, le twerk, qui est aussi une danse queer, enfin qui est vraiment très connotée. Et effectivement, ça produit une sorte de choc. Pas tellement parce qu'elle revient sur la sexualisation de la pop star, ce qu'on a déjà vu 1000 fois, mais parce que cette fois-ci, elle emprunte une culture qui n'est pas la sienne. Et auparavant, ça pouvait passer comme une lettre à la poste. Là, cette fois-ci, on lui tombe on n'a dessus. pas l'impression que c'est la première fois que des Blancs s'inspirent de codes de danse noire. Si on fait la généalogie des différentes pop stars, elles ont toutes emprunté ailleurs. Alors, Madonna, par exemple, a déjà emprunté aussi à la culture gay, noire, urbaine, qui était le Vogue. Et on ne lui a pas franchement reproché. Le procès n'a pas eu lieu. Mais cette fois-ci, aussi
parce que le climat a changé, ça n'est pas passé. Et ça a vraiment déclenché une foule de réactions. Et en plus, donc un peu plus tard, elle enfonce le clou en continuant de twerker. Et par la suite, on s'est rendu compte, finalement, c'est comme si on avait ouvert une boîte et on se rendait compte qu'il y avait tous ces monstres, en fait, qui étaient des pop stars blanches qui empruntaient en permanence à la culture noire pour essayer de justifier leur rébellion, quoi. Et alors, vous, du coup, vous creusez dans ce papier le concept d'appropriation culturelle. Est-ce que vous pouvez nous préciser d'où ça vient ? Alors voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept qui n'est pas immédiatement né pour parler de la pop culture. Il est né plutôt pour parler de la situation des Autochtones au Canada, qui avaient donc eux aussi une situation vraiment sociale exécrable, où finalement on a tenté très longtemps de les assimiler, et puis ensuite, évidemment, ils ont dû se battre une deuxième fois pour essayer de récupérer des terres, etc. Et ce qui était à un moment donné le centre, c'était tous les symboles autochtones qu'on connaît. Même nous, Cocopelli, je crois que c'est une marque de semences en France, mais finalement, c'est le symbole d'abord autochtone indien qui a été complètement transféré, exporté. Oui, comme Quechua, la marque de voilà. Decathlon. Et oui, et puis un truc qui se fait souvent, c'est par exemple poser avec une coiffe indienne à Halloween au Canada, mais en France aussi, parce qu'il y a toujours des pop stars qui réutilisent un peu le fond indien comme ça. Donc tout ça, ça a provoqué une sorte de colère au début des années 90. Et finalement, les autochtones, mais même autant de l'Amérique du Nord que le Canada, se sont vraiment réunis pour dire on n'en peut plus, on va chasser les chamans blancs, ça ne peut plus passer, parce que c'est notre seul fonds de commerce en fait. C'est notre seul fonds culturel. Si on nous l'enlève, on nous enlève tout. Mais alors, on comprend comment, sur des cultures de pop autochtones qui sont commercialisées, on peut parler d'appropriation culturelle. Est-ce que dans la pop musique, c'est autant justifié ? C'est quand même un endroit où tout s'hybride tout le temps, où tout est mondialisé, commercialisé. Est-ce qu'on peut décalquer un concept qui quasiment vient de l'anthropologie à la pop musique et au monde ultra médiatique de la musique américaine ? Oui, donc c'est un des enjeux en fait théoriques. Est-ce que ça marche si bien de transférer ensuite le concept d'appropriation culturelle du côté de la pop culture? Et en réalité, on peut toujours invoquer la carte de la complexité en disant, à partir du moment où on vend, par exemple, sa musique, ça veut dire qu'on peut la copier. On a moins de propriété intellectuelle, en quelque sorte, sur ce qu'on vend. Mais il y a des cas très clairs. Et Miley Cyrus, c'est vraiment une caricature, mais il y en avait tellement de caricatures en même temps. Puisqu'en même temps, il y a Peter Macklemore, donc, qui est un rappeur blanc à succès, qui vole en quelque sorte le Grammys de Kendrick Lamar. Donc il y avait une sorte vraiment de ras-le-bol. Et ce qui est génial, c'est que ça nous oblige nous aussi à penser en France. Oui, parce que des cas similaires. Pas du tout, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas eu de tweet clash là-dessus. Non, mais en même temps, ça passe. Enfin, on n'est pas là. Déjà, reconnaître qu'il existe une pop star noire comme Maître Gims en France, ça pose problème. Moi, j'en débat souvent avec des collègues qui me disent non, Maître Gims, c'est vraiment nul, c'est de la merde, etc. Alors qu'en fait, c'est un type qui a toute sa légitimité, qui aurait toute sa légitimité dans un espace anglo-saxon. Donc voilà. Mais en réalité, le point surtout important, c'est que Bell Hooks, elle, qui est une féministe radicale noire, a posé le problème de l'exportation, du concept d'appropriation culturelle, puisque pour elle, les pop stars, même noires, peuvent aller trop loin en quelque sorte dans la vente de cette culture noire urbaine. Ah oui, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement donc, des chanteurs ou des chanteuses blancs qui Beyoncé, empruntent par exemple, voilà, au noir, c'est la manière dont des chanteurs noirs pourraient caricaturer au fond, ou surjouer. Ou jouer la carte noire à un moment qui les arrange le plus dans leur carrière. Donc Beyoncé, elle a été attaquée là-dessus. À mon avis, c'est injuste, je le préviens tout de suite. Mais disons qu'on l'a attaquée en disant, maintenant Beyoncé, voilà, elle devient militante, etc. Et donc on la taxe un peu finalement de réappropriation, de récupération un peu facile de l'héritage militant noir. Alors donc vous préparez un article pour le prochain crieur sur Beyoncé. On a déjà fait Rihanna dans le numéro précédent. En attendant, je vais donner la parole à Dan Israël. On n'a pas vu beaucoup traiter cette question dans la presse culturelle française. Vous signez, tu signes un article sur les secrets inavoués du journalisme culturel. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est vrai que là, on parle de débat dans un petit milieu. Il y a des choses aussi qui se passent dans le petit milieu du journalisme, particulièrement en France. Donc on parle de secrets. C'est pas vraiment des secrets. C'est-à-dire que dans toute la rédaction, parmi tous les journalistes qui se connaissent, notamment dans cette salle par exemple, tout le monde sait qu'il y a plein de secrets de fabrication. De quand on est journaliste, comment ça marche, comment on obtient des informations, comment on va dans des endroits, etc., comment on se balade, qui ont lien ou qui ont trait avec la communication. Voilà. Alors moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à la façon dont les journalistes travaillent,
Donc c'est une des façons dont les Il journalistes faut préciser travaillent. qu'avant, on travaillait à Mediapart, Ah, travaillait à Arrêt sur Image. Voilà, pour un site qui s'appelle Arrêt sur Image, qui s'intéresse à la façon dont les médias parlent de l'actualité. Voilà. Et donc je m'intéresse toujours sur comment les journalistes travaillent. Et donc pour la revue du Crieur, qui est une revue culturelle, on a ciblé sur le journalisme culturel et c'est intéressant, c'est-à-dire comment un peu on fait une fabrique de la culture et comment les gens qui en font part, qui relatent cette culture, sont partie prenante du milieu qui le chronique ou qui le critique. Donc ça veut dire comment un journaliste qui va couvrir une exposition part en voyage de presse, un voyage de presse organisé par un musée, comment un journaliste qui parle de livres et en lien parfois personnel avec des maisons d'édition, comment un journal qui couvre ou qui traite de l'ouverture d'une fondation, d'un musée privé, peut être payé par cette fondation et ce musée privé pour en parler, les liens avec la publicité, donc toutes ces petites choses-là qui font la difficulté ou les complications d'être un journaliste culturel en France, j'avais plutôt envie de les raconter, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a justement une spécificité du journalisme culturel par rapport à d'autres types de journalistes? Parce qu'on pourrait dire que cette question de la bonne distance vis-à-vis des sources, elle se pose aussi pour le journalisme politique, pour le journalisme économique. Oui, alors c'est la question qui se pose tout le temps. Je pense qu'elle est particulièrement forte dans le journalisme culturel, parce que si on interroge les journalistes qui travaillent dans ce secteur, ils vont tous dire la même chose. Aujourd'hui, le secteur culturel... alors le secteur culturel, les musées, etc., ont pas mal d'argent à distribuer, alors qu'en revanche, le journalisme qui traite de ces secteurs n'a pas beaucoup d'argent du tout. On est dans une période de crise pour la presse et pour les médias en général, donc l'argent se fait rare, et quand l'argent se fait rare, il n'est pas souvent dirigé vers les rubriques culturelles. Donc en gros, les journalistes qui veulent voyager pour faire leur travail ont du mal, et donc sont quand même plus tendance à s'appuyer sur les propositions de voyages organisés par des institutions culturelles, par exemple, où elles ont aussi besoin... Les journaux ont besoin d'argent. Où est l'argent aujourd'hui, on va dire, dans les marques de prestige? C'est des marques de luxe qui font de la mode et qui, souvent, par exemple, ont des fondations. Donc les liens sont particulièrement forts entre les deux secteurs. On se souvient de l'épisode de la fondation Vuitton, qui avait quand même... engendré des éloges continus de la presse, parce que quand même Bernard Arnault est un des principaux annonceurs, le principal annonceur de la presse française. Ouais. Avec toutes Mais ces du coup, marques. alors, par quoi ça passe? Est-ce que c'est vraiment des cadeaux? Est-ce que c'est justement des peurs de rétorsion vis-à-vis du secteur publicitaire? Est-ce que c'est des relations personnelles, de bon ton? Enfin, c'est quoi vraiment les véhicules de cela? Un petit peu tout ça. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est pas forcément de dire regardez comme ces journalistes travaillent mal. C'est pas du tout ça, parce qu'en l'occurrence, tous les journalistes, quel que soit le secteur, cherchent une distance juste, c'est-à-dire être assez près du sujet pour avoir des infos, pas trop loin pour ne pas en avoir. Bon. Donc, dans le journalisme culturel, comme je disais, comme il n'y a pas beaucoup d'argent, si on veut couvrir une exposition qui ouvre sur l'art d'un pays lointain, il n'y a aucune chance que ma rédaction, si je suis journaliste culturel, m'envoie dans ce pays lointain pour aller couvrir. La seule chance que j'ai pour aller voir les artistes sur place, voir les archéologues sur place, c'est de me faire trimballer, de faire le voyage avec l'institution culturelle. Ce qui ne veut pas dire que je vais être forcément très gentil avec l'exposition qui en résulte. Mais forcément, je vais dépendre en partie de la bonne volonté ou du bon vouloir des gens qui organisent. Donc ce que disent pas mal de critiques, donc par exemple de musique ou d'expositions d'art plastique, c'est oui, j'ai besoin d'eux, mais ça ne m'empêche pas de faire mon travail, je peux faire le tri et je peux dire du mal si j'ai besoin de dire du mal. Voilà. C'est ce que disent beaucoup de gens. Donc ça c'est l'exemple le plus répandu, qui est l'exemple du voyage de presse. Après, dans le cours de l'enquête, moi, je suis tombé un peu par hasard. Je n'avais pas compris que c'était aussi fort aujourd'hui sur la question des partenariats. Donc, les partenariats, ça veut dire un média s'associe avec un musée pour quelque chose. Donc, ça peut être pour mettre en avant une exposition, contre rémunération ou pas, contre paiement de publicité ou pas, ça dépend. Mais ce qui monte vraiment très fortement aujourd'hui, c'est les suppléments. Donc, je suis, pour dire les choses, Le Monde, par exemple. Et quand la Fondation Vuitton est inaugurée, je suis payé pour faire 4 pages, un supplément de 4 pages, pas à la gloire de la Fondation Vuitton, mais sur la Fondation Vuitton. Et du coup, les journalistes du Monde en ont écrit beaucoup plus que ce qu'ils auraient fait habituellement si Vuitton n'avait pas allongé quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour l'occasion.
Il faut préciser qu'il y a quand même une confusion parce que souvent c'est les journalistes culture de la rédaction qui signent ces papiers. C'est pas des suppléments annoncés comme tels faits en extérieur. Il y a un changement en fait un peu de méthode. Ce qui est classique dans la presse, c'est de faire par exemple un supplément montre et de faire financer ce supplément par des publicités de fabricants de montres. Mais plusieurs fabricants, c'est ce qu'on appelle un supplément attrape-pub. Là, pour Le Monde, c'est très différent. C'est Vuitton, c'est LVMH qui finance le fait que des journalistes du Monde vont parler de l'inauguration de son musée privé. Voilà. Donc la réponse, qui est tout à fait vraie, des journalistes du Monde, c'est de dire on peut écrire ce qu'on veut. LVMH n'a pas de droit de regard sur la rédaction, c'est certain. Après, il est tout aussi certain que ce n'est pas le lieu ou l'endroit où ils vont être férocement critiques sur la Fondation Vuitton. Alors on a fait plusieurs enquêtes sur les mondes médiatiques et culturels depuis un an qu'existe la Revue du Crieur. Là, ce qui est assez étonnant quand on lit ce papier, c'est que tu as vu beaucoup de gens, mais quasiment tous ont voulu parler anonymement. Ouais. Donc les journalistes qui sont en poste, alors d'abord, les journalistes n'aiment pas tellement parler de leur métier à un autre journaliste. Ça, c'est quelque chose que je connais depuis maintenant presque 10 ans, que je m'intéresse à ces questions. Bon. Mais là, les journalistes en poste ont quand même du mal à cracher dans la soupe parce qu'ils sont bien conscients que, 1, ils en ont besoin, 2, pour leur travail, que 2, les médias dépendent assez fortement des liens avec la communication de ce secteur-là, publicité ou tout ce qu'on veut. Donc c'est un peu compliqué de critiquer ouvertement. Et 3, je tiens à préciser que certains, vraiment pas beaucoup, une poignée de journalistes étaient d'accord pour parler en on, c'est-à-dire parler officiellement, pas anonymement. Du coup, mais c'est moi qui étais gêné parce que je ne voulais pas que sur la quinzaine de gens que j'ai vus, il n'y en ait que 2 qui donnent leur nom et donc qui soient la cible toute trouvée de « regardez comme vous travaillez mal », alors que tous leurs collègues font la même chose mais ne voulaient pas le dire officiellement. Et est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y a quand même quelque chose là de spécifiquement français, même si là c'est sur la France, parce que voilà, je vais parler de mon point de vue qui m'occupe des livres à Mediapart. Moi je reçois plein de livres, et c'est vrai que à Mediapart on fait, sauf grande exception, pas de voyage de presse, mais on reçoit plein de livres, tous les journalistes. Par exemple en Allemagne ça se pratique pas comme ça. Les journalistes doivent acheter leurs livres. Ouais. Non, mais il y a quelque chose qui est très français, notamment dans l'édition. C'est pour ça que c'est un point intéressant. Je me suis un peu attardé dessus. C'est-à-dire qu'en France, beaucoup de journalistes critiques littéraires écrivent des livres, beaucoup sont membres de jurys littéraires, et en fait, chaque personne qui est en position de juger le travail de quelqu'un va se retrouver un jour ou l'autre en position d'être jugé par la personne qui l'a jugé. Donc ça fait un vaste jeu d'influence qui n'est pas du tout limité à l'écriture d'articles. Mais donc ça me semble que c'est quand même particulièrement français, avec le fait aussi que le livre est une distinction sociale. Écrire un livre, c'est une distinction sociale. Tous les critiques littéraires rêvent d'écrire des livres, ou tous les écrivains ont écrit des critiques de livres. Bon, donc il y a quand même un entre-soi très très fort, j'ai l'impression. Alors on n'avait pas mis au point cette transition, mais livre et compromission, c'est un peu le sujet d'Hélène Salvi, et notamment des compromissions de l'édition française avec toute une partie de l'extrême droite, de la pensée d'extrême droite. Ça se vend bien la pensée rance ? Oui, ça se vend très très bien et c'est assez drôle parce qu'effectivement ça se rejoint sur un point fort qui est juste la question de l'entre-soi. C'est quelque chose qu'on a pu observer dans l'édition française. Alors bon, concrètement, la pensée d'extrême droite ou de la droite extrême a toujours existé en littérature. Il y a toujours eu ce type d'ouvrages qui sont sortis. Ce qui est intéressant à observer aujourd'hui, c'est que non seulement ça sort, mais qu'en plus ça sort en nombre, en masse, dans les grandes structures, dans les grandes maisons classiques de Gallimard à Fayard, en passant par Grasset, et surtout que ça se vend, et que c'est ce qui se vend le mieux. Pour ça, en fait, il y a plusieurs explications. La première, je pense, c'est justement que ça a accompagné une évolution de l'édition. C'est-à-dire qu'avant, l'édition française, disons avant les années 60-70, se cantonnait à des petites structures familiales. Seulement, l'histoire fait que les grands groupes qui ont d'autres activités, notamment commerciales, de mode, etc., de presse, ont racheté ces maisons d'édition qui aujourd'hui concrètement se divisent en 2 grands groupes et ensuite des petites structures à côté. Et en fait, cette évolution-là a accompagné une autre évolution qui est que pour faire du profit, les sciences humaines ont été peu à peu abandonnées au profit de ce que certains chercheurs appellent les intellectuels médiatiques.
c'est-à-dire des intellectuels qui passent à la télévision, qui en soi sont souvent plus journalistes qu'intellectuels, mais qui, de facto, dans l'imaginaire collectif, ont remplacé tous les morts, les Bourdieu, les Derrida qui ne sont plus là, et qui aujourd'hui s'appellent Éric Zemmour, Natacha Polony ou Elisabeth Lévy. Ou Alain Finkielkraut, pour ne prendre que, mais dans une autre mesure. Et en fait, ce passage à la télévision, la surexposition qu'entraîne la télévision, évidemment, engendre des ventes colossales. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un exemple assez précis qui est intéressant à citer, c'est celui d'un roman qui s'appelle Le Camp des Saints, de Jean Raspail, qui est un roman qui a été publié il y a 40 ans, je crois. Qui, pour vous le pitcher un peu, c'est... sans le spoiler. Hein. Sans le spoiler, c'est une fiction qui met en scène ce que Renaud Camus, le théoricien d'extrême droite, qualifie de grand remplacement, c'est-à-dire à un moment des hordes de barbares qui arrivent sur nos côtes et qui viennent déchirer nos familles, nous envahir, nous remplacer. Voilà. Et donc, en fait, ce roman a eu un succès assez important quand même. Aujourd'hui, il s'en est vendu 110 000 exemplaires chez Robert Laffont, ce qui est bien pour Jean Raspail. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer qu'entre 2011 et aujourd'hui, il s'en est vendu 40 000 exemplaires, ce qui est colossal. Et pourquoi ? Sur les 110 000, en fait. Sur les 110 000. D'accord. La majorité, s'est vendue dans les 5 dernières années. Au cours des 5 dernières années, et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ça a accompagné la politique, l'air du temps, l'évolution de la société. Marine Le Pen en a fait des gorges chaudes sur tous les plateaux de télévision. Et quand on interroge Robert Laffont sur le sujet, ils sont toujours un peu embêtés, c'est-à-dire qu'ils disent que eux, ça faisait partie de leur catalogue, donc ils le rééditent constamment, comme d'autres ouvrages. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est un ouvrage fort de leur catalogue qui prône effectivement une pensée qu'on pourrait qualifier d'ultra-réactionnaire pour... Oui, parce que là, dans ce papier, vous examinez un spectre assez large de l'ultra-réaction au racisme ordinaire, on va dire. Mais du coup, comme effectivement, on s'intéresse plus aux questions structurelles, comme pour le papier de Dan sur le journalisme culturel, c'est que les compromissions de certaines, et là on parle des grosses maisons d'édition, parce qu'il y a plein de petits éditeurs, mais d'ailleurs il faut parler de ça, de petits éditeurs émergents qui sont plus si petits, c'est lié du coup plutôt à des raisons financières qu'idéologiques, on va dire. C'est-à-dire c'est ce que Chiffrine appelait l'édition sans éditeur, qui publie ce qui se vend, et si c'est l'air du temps et nauséabond, c'est ça qui se vend, c'est ça ? Exactement. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que les petits éditeurs qui publient des auteurs d'extrême droite disent souvent oui, mais vous voyez, moi je les publie parce que les grandes maisons ne les publieraient pas, parce que liberté d'expression, parce qu'on ne peut pas, on est dans une société muselée, enfin le discours classique de l'extrême droite, on ne peut pas parler mais on n'entend que nous. En fait, c'est faux. Les grandes maisons d'édition publient ce type d'ouvrage. Si les petites maisons d'édition publient les Camus, Alain de Benoît, etc., c'est pas parce que les grandes maisons d'édition n'en ont pas voulu, c'est simplement parce que c'est des personnes qui ne se vendent plus et qui ont été remplacées par des personnages qui disent exactement la même chose, mais qui se vendent parce qu'ils sont plus télégéniques, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils se vendent mieux qu'Alain de Benoît, tout simplement. Voilà. Mais après, structurellement, il y a autre chose qui est intéressant et qui marque le fait que les grandes maisons d'édition sont plus gênées par cette pensée qui, de toute façon, se noie dans le reste de leur catalogue, contrairement aux petites structures. C'est un cas très précis, mais pour le coup, qui est un éditeur qui s'appelle Richard Millet, qui était encore l'un des grands éditeurs de Gallimard il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, avant de se faire licencier. Pour quelle raison ? Richard Millet s'est fait connaître en 2012 parce qu'il avait publié un livre aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, qui sont assez coutumières de ce type de texte, qui s'appelait Éloge littéraire d'Anders Breivik, du nom du terroriste norvégien qui avait tué plus de 70 personnes.
Et donc, dans ce texte, et dans un autre texte qui s'appelait Langue fantôme, il posait déjà les jalons de ce qu'il déteste, c'est-à-dire la société multiculturelle, l'islam, la peur de l'étranger, de l'invasion, comment dire, la déchéance de la langue française. Enfin, je ne sais pas si c'est Parce bon. que souvent, il y a une articulation entre cette pensée ultra-conservatrice et la défense du style. Voilà, on est exactement sur les mêmes motifs, c'est-à-dire de Finkielkraut à Alain de Benoît en passant par Millet. On est exactement sur les mêmes crispations. Ce qui est intéressant avec Millet, c'est que ça fait des années qu'il publie donc, ce type de texte. Au moment de la polémique de Éloge littéraire d'Anders Breivik, Gallimard l'avait écarté de son comité de lecture, qui est une instance assez importante au sein de la maison d'édition, puisque c'est elle qui décide des manuscrits. Pour autant, il était difficile d'écarter Richard Millet complètement de la maison parce que c'est ce qu'on appelle communément un faiseur de Goncourt. C'est lui qui est à l'origine des Bienveillantes de Jonathan Littell et d'un autre dont je ne me souviens plus, mais enfin d'un autre Goncourt, Alexis Génie. Voilà, donc finalement, Gallimard a dit on l'enlève du comité de lecture, mais on le garde discrètement. Or, pendant les 2012-2016, pendant les 4 ans, Millet a continué à produire sa littérature personnelle, notamment via son blog, que je conseille d'aller regarder. Oui, vous citez quelques exemples, notamment donc, sa version assez particulière, la loi El Khomri, oui, où il ne parle pas tellement des parcours professionnels ou de la sécurisation ou de l'inversion des normes. Non, ce n'est pas vraiment ce qui le gêne. En fait, ce qui le gêne dans la loi El Khomri, c'est qu'elle porte un nom arabe, c'est ce qu'il écrit, parce que ça prouve l'islamisation de la France. Mais qu'une loi aussi importante soit portée par un nom arabe prouve cette islamisation. Donc on en est là, à ce niveau de réflexion, donc c'est pas non plus... Bon, mais il a fini par être licencié par Gallimard. Il a fini par être licencié par Gallimard, mais pour quelle raison? Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il a signé une critique au vitriol sur une auteure qui s'appelle Maëlys de Caringal, qui est une auteure maison de Gallimard, puisqu'elle publie aux éditions Verticales, qui sont une filiale de Gallimard. Et quand on interroge Antoine Gallimard, donc le PDG de la maison, mère, en lui disant, moi je lui ai dit simplement, je ne comprends pas bien, c'est-à-dire que votre auteur, a publié pendant des années des chroniques immondes en faisant des rapprochements entre le lobby homosexuel, l'État islamique, enfin vraiment on était dans un panel de tout ce qu'on peut retrouver de pensée de droite extrême très très poussée, et pour autant vous choisissez de le licencier. Pourquoi? Simplement, entre guillemets, parce qu'il a fait une critique d'une de vos auteurs. Et lui, justement, répond effectivement, je ne l'aurais peut-être pas embauché aujourd'hui, Richard Millet. Pour autant, ce qu'il a fait avant, en gros, ne me concernait pas. En revanche, critiquer une auteure de maison, c'est aller contre l'employeur. Donc, c'est un motif nécessaire pour le licencier. Et ça, c'est intéressant parce que ça prouve par l'absolu que ce n'est pas un problème, en fait, ni pour une maison d'édition, ce n'est pas un problème qu'un éditeur ou un auteur tienne ce type de propos, qu'en revanche, on est plus gêné par des choses d'entre-soi. L'excuse, c'est toujours le pluralisme. Enfin, la défense prétendue du pluralisme. Le pluralisme, la liberté d'expression. Il y a quelqu'un, un éditeur qui en parlait très bien, qui est décédé maintenant, qui est Claude Durand, qu'on avait interrogé il y a quelques années à Mediapart, qui expliquait que de toute manière, lui, il publierait... C'est la fameuse fausse phrase attribuée à Voltaire, je publierai... oui, je ne suis pas d'accord avec vous, mais voilà, je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Voilà. Complètement apocryphe, mais... complètement apocryphe, mais c'est pas grave, ils apprennent. Ils sont contents et du coup, ils disent, mais moi, et Claude Durand disait, mais parce que Claude Durand, intéressant, qui avait publié Renaud Camus chez Fayard il y a des années, etc., disait, mais moi, je suis pour que tout le monde puisse dire ce qu'il veut. D'ailleurs, je suis contre la loi Guesso, je suis contre tout ce type de dispositif, parce qu'il y a toujours cette fameuse liberté d'expression. Pourquoi tairions-nous des propos qui, en plus, aujourd'hui, sont partagés, disent-ils, par la majorité de la population? Et juste, il faut quand même préciser qu'il y a aujourd'hui, donc à la fois, on le voit avec Richard Millet, au cœur de l'édition française, voilà, une présence de l'extrême droite, même s'il vient de se faire licencier. Il y a quand même des nouveaux acteurs, notamment Ring.
Oui, alors il y a des petites structures c'est toujours la même chose. Il y a toujours eu des petites structures d'extrême droite. Aujourd'hui, Ring, c'est un cas particulier intéressant parce que c'est une maison qui a compris, qui s'est inscrite complètement dans l'ère du temps, du zapping, de la provocation et du buzz. Du buzz contre la bien-pensance. Du buzz contre la bien-pensance. Donc il publie beaucoup de choses très vite, très rapidement, c'est-à-dire qu'ils font des coups éditoriaux. Ils l'ont fait avec le livre de Laurent Oberton, La France Orange Mécanique. Ils l'ont fait avec l'ancien Monsieur Météo de France 2 qui disait que le réchauffement climatique finalement c'était pas si mal. Ils l'ont fait avec un journaliste, un rédacteur en chef de Valeurs Actuelles qui fantasmait l'accession de Zemmour à l'Élysée. Voilà, ils font des coups. Et là encore récemment avec un journaliste encore de Valeurs Actuelles qui a publié La France djihadiste à 5 minutes en bas de chez vous ou quelque chose de ce genre-là. Voilà. Et en fait, peu importe si des chiffres que ces ouvrages prétendument scientifiques sont faux, ils sont un peu voilà, réduits au forceps quoi, pour rentrer dans la thèse des auteurs. Ça, c'est pas très grave parce que finalement, c'est des livres qui vont buzzer, qui vont provoquer, qui vont attirer le chaland, qui vont arriver sur les plateaux de télévision. Et finalement, c'est ça qui est le plus triste, c'est que ça se vend. C'est que des gens allument leur télévision le samedi soir, regardent l'émission de Laurent Ruquier, voient Laurent Oberton dire 40 000 bêtises les unes après les autres, mais c'est pas grave, ils vont acheter le livre et ils vont finir par y croire. Alors on finit ce tour de table sans table avec Aurore Gorius sur les 3 sujets dont on a parlé, que ce soit l'appropriation culturelle des cultures minoritaires, les compromissions et les corruptions du journalisme culturel ou la présence de l'extrême droite dans l'édition française. On ne peut pas dire qu'on ait entendu quoi que ce soit du côté du ministère de la Culture. L'article du Crieur, là, il part des polémiques récurrentes sur les nominations aux grands postes culturels et il finit par montrer que peut-être justement le fond de ça, c'est l'affaiblissement constant de ce ministère. Oui, c'est ce qu'on a constaté effectivement quand on a commencé à enquêter sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un ministère de la Culture qui est en grande partie dépossédé de ses prérogatives. Alors la prérogative de nommer à la tête des grands établissements culturels, c'est une prérogative qui est devenue largement présidentielle, puisque Mitterrand l'avait déjà instaurée. Donc c'est quelque chose qui se décide beaucoup à l'Élysée. On a vu récemment Matignon intervenir aussi dans les nominations, puisque Manuel Valls a donné son avis sur la nomination de Muriel Mayette à la tête de la Villa Médicis. Donc on a un ministère de la Culture qui doit composer avec l'Élysée et Matignon. Et puis il y a aussi la décentralisation culturelle qui fait qu'il faut aussi négocier localement avec les collectivités locales pour toutes les nominations à la tête des théâtres en région. Donc on a un ministère qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à avoir la main sur les nominations, ce qui du coup peut expliquer en grande partie toutes les polémiques récurrentes sur tous ces sujets, sachant qu'en plus, le ministère de la Culture, la rue de Valois, le budget a baissé ces dernières années. Il a été réduit au début du quinquennat. Les ministres de la Culture défilent les uns après les autres. On est déjà au 3e ministre de la Culture là, depuis le début du quinquennat. Donc il n'y a plus cette confiance qu'il pouvait y avoir avec un ministre de la Culture fort comme Jack Lang, qui avait la confiance d'un président de la République et qui pouvait faire, à travers les nominations, une espèce de manifeste en termes de politique culturelle. Les nominations étaient une façon d'asseoir une politique culturelle. Aujourd'hui, les nominations, on a plutôt l'impression que derrière se jouent beaucoup des jeux politiques, des renvois d'ascenseurs, des placements d'amis,
Et du coup, c'est aussi ce qui donne le côté extrêmement polémique aux nominations. On voit d'ailleurs que... C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus une nomination possible sans qu'il y ait contestation. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors, on l'a vu sous Nicolas Sarkozy, notamment déjà avec Olivier Py, débarqué du théâtre de l'Odéon, ce qui avait créé un émoi très fort au sein de la sphère culturelle. Finalement, on lui a trouvé un strapontin au Festival d'Avignon. Tout ça pour nommer Luc Bondy. Donc voilà, il y avait ce jeu de... Alors là, Frédéric Mitterrand avait essayé d'asseoir un petit peu son pouvoir. Et puis, il y avait la concurrence en même temps du conseiller culture de l'Élysée, Georges-Marc Benamou, qui lui essayait aussi de donner son avis et d'interférer dans les nominations. Donc il y a toujours ces jeux de pouvoir très compliqués. Et on a vu aussi plus récemment des scandales, enfin des polémiques récentes. Alors comme c'est une procédure qui n'est pas très transparente, les nominations, du coup, il y a évidemment des fuites dans la presse, beaucoup de rumeurs qui nourrissent la polémique. Et alors, il y a eu des tentatives pour essayer d'améliorer cette transparence. Filippetti, qu'on a interviewé ensemble dans cette enquête vraiment exhaustive qu'on a faite ensemble, qui a tenté de mettre en place notamment des jurys, des commissions. Ouais. Et alors tous les autres, on a vu quand même plusieurs anciens ministres de la culture, plusieurs hauts fonctionnaires de la culture, ils disent tous non, c'est pas des procédures possibles parce que au fond il faut garder un fait du prince, non pas alors eux l'entendent pas sur le fait du prince arbitraire, mais sur l'idée que il faut assumer au fond un choix parce que sinon on aura un art moyen, une culture de compromis. Mais c'était quand même assez frappant dans cette enquête de voir que Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, s'opposaient vraiment totalement à cette idée de jury qui pourtant d'un point de vue de transparence peut être intéressant, c'est-à-dire qu'on nomme des personnes qui reçoivent les candidats un par un, on juge sur un projet et puis à partir de là on décide, voilà. Alors les arguments contre les jurys, c'est de dire dans les jurys se jouent aussi des phénomènes de cooptation. Bon. L'autre argument, c'est de dire les candidats à la tête de ces grandes institutions culturelles qui sont déjà en poste ne vont pas oser se déclarer si jamais ils doivent être auditionnés. Donc il vaut mieux que ça reste secret, parce que sinon on va se couper de gens qui sont déjà en poste et qui ne voudront pas se déclarer candidats. Donc il y a des arguments contre, et en même temps, l'idée de ces ministres, vraiment, c'est d'assumer. Et Aurélie Filippetti a essayé de le faire, mais finalement, elle a eu du mal à essayer de mettre dans la boucle, la commission culture de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais ça n'a pas très bien marché. Donc elle a essayé de progresser, mais finalement, ça n'est pas rentré dans les mœurs, et ça reste encore extrêmement secret. L'autre chose qui crée aussi polémique, c'est que les mandats à la tête des institutions culturelles, les règles qui régissent ces mandats... On a essayé de comprendre les règles, on n'a pas tout à fait compris. On y a passé un mois tous les deux, on n'a pas compris quelle était la règle. C'est très variable, et surtout que même quand il y a des règles, elles ne sont pas appliquées en général. Donc on a vu Jean-Jacques Ayagon être débarqué du château de Versailles un an après sa nomination parce qu'il avait atteint la limite d'âge de 65 ans, donc on lui a dit il faut partir. Et en même temps, au même moment, Nicolas Sarkozy nomme Luc Bondy au théâtre de l'Odéon à 64 ans. Donc c'est complètement contradictoire. Il y a des institutions culturelles où il n'y a pas, par exemple, à l'école des Beaux-Arts, il n'y a pas de durée de mandat inscrite dans les statuts. Donc évidemment, ça crée un grand problème. Il y a eu une grosse polémique aussi sur cette école, sur la nomination à la tête de cette école. Alors là, il y a un décret qui est sorti là, en octobre 2015 sur l'idée qu'à partir de maintenant, à la tête des grands établissements, c'est 5 ans, un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois 3 ans. Bon, on va voir comment c'est appliqué. C'est toujours pareil. La règle a été édictée, mais c'est pas sûr que ce soit appliqué. Donc c'est vrai qu'aussi ce manque de règles, ce manque de transparence pose problème aussi dans les nominations. Et le dernier point, c'est que, évidemment, si les nominations posent autant de problèmes, c'est que derrière il y a un manque
de politique culturelle forte en fait. Il y a un manque de politique culturelle ambitieuse et qu'à partir du moment où on a des objectifs et une politique culturelle ambitieuse, on peut porter des gens qui portent des projets culturels, on peut les nommer à la tête d'institutions, alors qu'aujourd'hui on a beaucoup d'énarques qui sont nommés et effectivement à la tête par exemple du Centre Pompidou, c'est l'ancien secrétaire général du gouvernement qui a été nommé. À la tête du Grand Palais, c'est l'ancienne directrice de cabinet de François Hollande, Sylvie Hubac, qui a été nommée. À la tête de la BNF, la plus grande institution culturelle française, c'est l'ancienne directrice de cabinet d'Aurélie Filippetti. Donc il y a aussi un espèce d'entre-soi, on nomme des énarques, et peut-être pas suffisamment de gens issus du domaine culturel ou bien des universitaires. À la tête de la BNF, on aurait pu imaginer une belle nomination d'un universitaire et ça ne s'est pas fait. Alors, ce qu'on voit dans vos 4 papiers, la revue du Crieur, ça fait le pari qu'il n'y a pas de dossier. C'est 10 textes, 10 enquêtes faites par 10 auteurs, mais il y a quand même un thème commun, là, c'est pour ça que vous êtes là tous les 4, qui sont les liens entre culture et pouvoir. Pour terminer cette émission, j'avais envie de vous demander, parce que c'est vrai que quand on lit vos 4 papiers, on se dit, alors que la culture, on pourrait attendre que ce soit un peu le ferment d'ébranlement des positions acquises. Au contraire, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle valide, qu'elle accentue les pouvoirs en place, les positions dominantes. Est-ce qu'à partir de chacun du terrain que vous avez enquêté, vous voyez des pistes pour changer cela ? Moi, justement, je pense que le concept d'appropriation culturelle permet de changer un peu la donne. Parce qu'au fond, il a été très, très vite utilisé par des pop stars noirs, des femmes, pour vraiment prendre une place, quoi. Et commencer à dire, vous ne pouvez pas parler en mon nom, vous ne pouvez pas vous décréter le spécialiste de mon expérience à moi, de femme opprimée noire, etc. Donc non, là, pour le coup, il s'est passé quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Reste à savoir ce qui viendra en France. Et on ne l'utilise pas. Les militants, en fait, l'utilisent. Quand on regarde un tout petit peu sur les sites, si vous tapez appropriation culturelle, vous avez très vite des vidéos de chaînes YouTube comme ça, avec des militants qui sont assez drôles et qui vous expliquent bien le truc. Naya Laringarde, pour ne pas la citer, mais qui fait une petite vidéo comme ça. Et il y en a plusieurs, ça commence à venir, mais c'est plutôt justement par le bas. C'est pour ça que moi, en tout cas pour mon enquête, je trouve ça assez encourageant. Il se passe des choses. Oui, il se passe des choses. Dan ? J'aurais 2 réponses. Une réponse que je donne souvent, mais c'est la transparence. Plus les choses sont dites, plus il y a des jurys pour décider qui va être à la tête de telle institution culturelle, plus on dit j'étais invité par tel musée pour aller passer du temps aux Marquises et pour faire un super article, et plus on dit Jean-Jacques Ayagon, conseiller spécial culture de M. Pinault, quand il parle dans Le Point, il ne vient pas de n'importe où, Pinault est le patron et le propriétaire du Point. Donc Ayagon écrit régulièrement sur le site du Point, il n'est jamais présenté comme le conseiller culture de Pinault. Plus ces liens, pour moi, plus ces liens sont révélés, plus ça permettra de faire prendre conscience d'un autre point, qui est le point central, qui est l'entre-soi. Donc, plus on montrera que c'est un tout petit monde où chacun se vend sa place, ou se ménage sa place, où les places de pouvoir à nos maisons d'édition sont plus importantes que le discours, plus ces liens seront clairs et exposés, plus il sera facile de les contester. Bon. Hélène ? Alors moi, si j'avais la solution pour que la pensée réactionnaire ne se répande pas dans la société française, je pense que je me présenterais à la présidence de la République. Mais plus simplement, il y a quelque chose quand même que je trouve intéressant et qui lie un peu nos sujets, c'est ce côté, on met à la tête des structures des personnes qui ne sont pas issues du milieu culturel. Moi, j'ai souvenir notamment au Centre Pompidou de personnes qui s'arrachaient les cheveux avec des directions précédentes sur les goodies. Qui disaient mais nous on produit de l'art et en même temps on ne vend que des stylos et des mugs. Et dans l'édition en fait c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on voudrait produire de la pensée mais en fait on ne vend que du vide télégénique. Disons qu'à la tête de ces grands établissements culturels, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un peu des grands féodaux, quoi, qui ont acquis beaucoup de pouvoir finalement, et ils sont autonomes aujourd'hui, ils gèrent leur budget, leur personnel. Donc il y a une logique très commerciale, parce qu'en plus, les grandes institutions sont dans une logique de compétition internationale quasiment maintenant. On voit le Louvre qui à Abu Dhabi, voilà, et ça vient concurrencer aussi le pouvoir du ministère de la Culture, parce que ces grands féodaux ont acquis vraiment une autonomie.
Et puis, la difficulté aussi, toujours de la politique culturelle en France, c'est qu'elle c'est l'exception culturelle française, c'est qu'elle dépend en grande partie aussi des choix un peu monarchiques du président. Il y a un lien très fort avec le pouvoir, c'est extrêmement imbriqué. Quand on prend les grands musées, par exemple le British Museum, c'est un conseil d'administration qui nomme à la tête de l'institution le dirigeant. Et ce n'est pas une nomination du pouvoir politique. Donc là, il y a une imbrication très forte qui peut aussi empêcher peut-être un renouvellement de la politique culturelle et une institutionnalisation forte en fait. Merci beaucoup à tous les quatre. On est loin d'avoir épuisé le sommaire de ce numéro 4 du Crieur, où on entendra aussi parler de post-démocratie, de l'utopie kurde ou de l'insurrection qui revient. Merci beaucoup. On se retrouve, vous retrouvez Leïla Kadour Boudadi et les journalistes de France Culture, de Mediapart, pardon, à partir de 20h30 pour une soirée foot et à partir de 18h50, donc dans quelques minutes, pour un retour sur enquête très varié. Et en attendant, vous pouvez profiter de l'offre exceptionnelle de Mediapart, 19 € pour 4 mois au lieu de 44 €. Et en plus, 15 d'entre vous pourront gagner ce numéro 4 de la revue du Crieur. Merci beaucoup.